Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Françoise Nicolas, qui est conseillère au Centre Asie de l'IFRI après avoir dirigé ce centre pendant de nombreuses années. Elle a coécrit avec Sophie Boisseau du Rocher, dans le numéro d'hiver de la revue Politique étrangère, un article intitulé « L'Asie du Sud-Est entre Chine et États-Unis, la stratégie du non-choix ». Françoise, bonjour et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour et merci de me recevoir. Vous affirmez au début de votre article que du fait de la situation géographique, l'Asie du Sud-Est a développé un ADN particulier. Quelles sont les caractéristiques de cet ADN ? Oui, l'Asie du Sud-Est est située au sud de la Chine, et a fortiori du Japon et de la Corée, des Corées, et à l'est de l'Inde. Donc l'Asie du Sud-Est, c'est un angle de l'Asie, comme le disait Michel Bruno en son temps, et c'est un terrain de confrontation. Pendant la guerre froide, l'Asie du Sud-Est a été convoitée, a été courtisée, et elle l'est toujours. Donc c'est un ensemble qui est très largement visé par de nombreux acteurs. Du coup, elle doit réagir à toutes ces manœuvres de charme qui sont lancées par les uns et les autres. Et pour répondre à ces offensives-là, l'Asie du Sud-Est est favorable au multilatéralisme. L'Asie du Sud-Est, c'est un conglomérat de pays de moindre importance, de puissance moyenne, qu'on appelle ça aujourd'hui, et ce sont eux qui bénéficient le plus du multilatéralisme. Donc ce que l'Asie du Sud-Est essaie de faire, c'est de tirer vraiment le meilleur parti possible du multilatéralisme, et c'est ça qui marque vraiment son ADN. Elle est en plus favorable à avoir autant d'amis que possible et aussi peu d'ennemis que possible, ce qui est en général résumé par certains qui disent 1000 amis et 0 ennemis. Ça, c'est la posture de l'Asie du Sud-Est. Et c'est vraiment cela qui marque ces caractéristiques essentielles, donc ce que l'on appelle l'ADN typique de l'Asie du Sud-Est. Multilatéralisme et tentative pour essayer d'être bien un peu avec tout le monde et surtout mal avec personne. En gros, c'est ça la stratégie ou la politique de l'Asie du Sud-Est. Mais il n'a échappé à personne qu'on vit dans une période où le multilatéralisme ne va pas très fort. Donc on va voir dans la suite de cet épisode comment l'Asie du Sud-Est réagit dans cette ère de multilatéralisme chahuté. Mais d'abord, j'aimerais vous interroger sur un point précis qui est dans le titre de votre article. Vous parlez de stratégie de non-choix, pour l'interrogation, ce qui fait penser au non-alignement de la guerre froide. Alors, est-ce qu'il faut voir ce non-choix comme l'héritier ou l'héritière du non-alignement de la guerre froide? Et puis, autre question, évidemment, quand on pense Asie du Sud-Est et non-alignement, ça rappelle Bandung, 1955. Est-ce que cette référence reste importante dans la région? Alors, on va revenir sur tout ça. Effectivement, en choisissant de ne pas choisir, ce qui est quand même la maxime en Asie du Sud-Est, on se retrouve dans une posture qui ressemble un petit peu au non-alignement. Cela étant, il faut bien être clair sur ce qu'est le non-alignement. Ce n'est pas l'équidistance. C'est vraiment évident. Le non-alignement, c'est s'aligner avec l'un si nécessaire, dans certaines circonstances, sur certains sujets, s'aligner avec l'autre si nécessaire, dans certaines circonstances, sur certains sujets. Donc on navigue d'un côté à l'autre. C'est ce que l'Asie du Sud-Est a fait pendant longtemps. Et effectivement, elle était à la tête, un certain nombre des pays d'Asie du Sud-Est étaient à la tête du mouvement des non-alignés. Et c'est le cas en particulier de l'Indonésie, qui était un acteur particulièrement dynamique de ce mouvement, et l'est toujours d'ailleurs, même si le mouvement aujourd'hui a perdu vraiment de sa superbe. Alors, très souvent, on associe ça à la conférence de Bandung. Alors pour moi, ça n'est pas exactement la même chose. C'est vrai que le non-alignement est né après la conférence de Bandung. Bandung, c'est 1955. La naissance du mouvement des non-alignés, c'est 1956. Donc l'un succède à l'autre. Dans le cas de la conférence de Bandung, on retrouve aussi l'Indonésie, on retrouve l'Inde, on retrouve la Chine dans ce groupe-là. Et il s'agissait là vraiment de donner voix au chapitre à des pays qui avaient été colonisés, pour la plupart d'entre eux, et qui venaient d'acquérir leur indépendance. Donc la conférence de Bandung, c'est vraiment un mouvement afro-asiatique. Alors derrière tout ça, il y a un peu de non-alignement, certes, mais ce n'est pas au cœur de leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est vraiment d'affirmer une voix différente, qui se démarquer des deux blocs, certes,
Mais moi, la manière dont je vois cette conférence de Bandung, c'est vraiment comme l'affirmation d'un esprit afro-asiatique. Et on retrouve d'ailleurs cela aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, au sein du mouvement des BRICS, auxquels maintenant sont associés certains pays d'Asie du Sud-Est. Donc là, c'est vraiment l'affirmation d'une voie différente. Le non-alignement, c'est le désir, dans le cadre de la guerre froide, de ne se caler sur aucun des blocs. Donc ni sur les États-Unis, ni sur le RSS de l'époque. Et là, l'Asie du Sud-Est a effectivement un peu navigué de l'un à l'autre, mais certains pays d'Asie du Sud-Est étaient quand même beaucoup plus étroitement associés à l'un des blocs qu'à l'autre. Donc voilà ce que je voulais dire sur le non-alignement. Mais ça ressemble quand même furieusement à certains aspects du papier et de la situation actuelle. Alors aujourd'hui, on n'est plus en situation, à mon avis, de non-alignement, on est en situation de multi-alignement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque je disais qu'en Asie du Sud-Est, on ne veut être ennemi avec personne et ami avec tout le monde. Et donc, du coup, on va s'aligner, on va se rapprocher d'un partenaire à un moment donné, et puis se rapprocher d'un autre à un autre moment. Et puis, on va essayer de diversifier au maximum les partenariats. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais donc, on est aujourd'hui dans une logique qui est plus proche, oui, du multi-alignement que du non-alignement. Et de ce point de vue-là, je pense que l'Asie du Sud-Est est assez proche, en réalité, dans sa stratégie, de l'Inde. L'Inde revendique officiellement ce multi-alignement et en réalité, si on lit certains discours, notamment du président indonésien actuel Prabowo, on retrouve exactement cette même logique de multi-alignement. On le retrouve dans d'autres régions, je pense au Golfe notamment, et le numéro de politique étrangère, son dossier principal est dédié au Golfe. Et d'ailleurs, dans le choix des titres, pour dévoiler un peu les coulisses, on ne voulait pas trop répéter entre Pékin et Washington, parce qu'en réalité, on retrouvait ça dans le titre. Tout le monde en est là. Tout le monde en est un petit peu là, effectivement. Alors ce non-alignement devenu multi-alignement ou pluri-alignement pose effectivement des difficultés quand la tension entre les deux grands monte. Donc aujourd'hui, c'est plus URSS États-Unis, c'est Chine États-Unis. Et vous parlez dans votre papier, dans votre article, de cette compétition sino-américaine qui s'accroît, qui se tend. Et vous décrivez une offensive de charme chinoise. Donc on sent bien que c'est à la fois de la carotte et du bâton. Dans cette offensive de charme chinoise, il y a eu plusieurs étapes. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, s'il vous plaît ? Oui, alors effectivement, pour revenir sur ce que vous disiez tout à fait au début, le multi-alignement est précisément une réponse à la rivalité sino-américaine. Comme les pays ne veulent s'aligner ni sur l'un ni sur l'autre, eh bien, ils essayent de trouver des partenaires ailleurs, ils essaient de trouver des réponses qui peuvent différer selon les champs, selon les domaines. Alors, pour revenir à l'offensive chinoise, parce qu'effectivement, ces pays sont pris entre les deux gros blocs, enfin, entre les deux grandes puissances, et ils sont soumis à une pression en provenance de Chine pour des raisons absolument évidentes, à savoir la proximité géographique. La Chine, c'est le grand voisin au nord, et la Chine estime que l'Asie du Sud-Est est en quelque sorte son précaré, son arrière-cour. Et donc, elle trouve tout logique de pouvoir se développer et pratiquer une sorte d'expansion vers le sud, c'est-à-dire vers l'Asie du Sud-Est. En plus, la Chine compte, alors pas toujours de manière très réussie, mais enfin en tout cas dans ses calculs, elle prend cela en considération, elle compte s'appuyer sur les diasporas chinoises locales, qui sont tout à fait importantes, alors plus ou moins importantes selon les pays, et plus ou moins diluées d'ailleurs dans la population locale selon les pays. En Thaïlande, par exemple, on a une diaspora qui est complètement intégrée dans le tissu local, alors qu'en Indonésie ou en Malaisie, par exemple, les diasporas sont complètement séparées et peuvent être d'ailleurs parfois en situation de friction avec la majorité dans le reste du pays. Donc la Chine s'appuie sur les diasporas pour faciliter son expansion économique. Et ça date d'il y a assez longtemps, c'est-à-dire de la période dans laquelle la Chine a commencé à regarder un peu à l'extérieur, donc à se déployer au-delà de ses propres frontières, c'est-à-dire, moi je daterais ça en gros du début des années 90. Et là, il y a un moment qui a été très important, c'est la crise financière asiatique de 1997-98. Là, ça a été une occasion rêvée pour la Chine de démontrer sa solidarité à l'égard de l'Asie du Sud-Est. Ce qui est, par parenthèse, extrêmement contestable, parce que, selon certaines analyses, en réalité, la crise financière asiatique a été déclenchée par
dévaluation du yuan qui a rendu les productions des pays d'Asie du Sud-Est d'un coup extrêmement chères, puisque leur monnaie était calée sur le dollar. Donc en tout cas, cette crise a été l'occasion pour la Chine de manifester sa solidarité, de s'intégrer dans certains dispositifs d'assistance financière qui ont été mis en place à cette époque-là. Et c'est là que je marquerais vraiment le départ de l'offensive de charme chinoise. Alors cette offensive de charme, elle se déploie dans des domaines multiples et sous des formes multiples. Il y a des appuis économiques purs et durs, mais il y a aussi la volonté de participer aux instances locales, régionales, et notamment auprès de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Là, si on va au secrétariat de l'ASEAN à Jakarta, ce que l'on observe, c'est qu'il y a des délégations chinoises quasi quotidiennement. Donc la Chine est très très présente et elle essaie de s'immiscer, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de se tenir au courant, c'est clair, de ce qui se passe au sein de l'ASEAN en particulier. Donc ça, c'est une autre facette de l'offensive de charme de la Chine à l'égard des pays d'Asie du Sud-Est. Et puis, bien entendu, le grand moment de cette offensive de charme, ça a été à partir de 2013, avec l'initiative des Nouvelles Routes de la Soie. Enfin, ce que nous, on appelle les Nouvelles Routes de la Soie, ce que les Chinois appellent l'initiative « une ceinture, une route ». La ceinture étant ce qui est la voie terrestre et la route, de manière totalement contre-intuitive, étant ce qui passe par les mers. Et donc l'Asie du Sud-Est, elle, est au centre de la route dans le projet chinois de la ceinture et de la route. Alors, comment ça s'est concrétisé sur le terrain ? Essentiellement par des investissements dans les infrastructures. Et là, on a vu se déployer une foultitude de projets chinois dans pratiquement tous les pays d'Asie du Sud-Est, sous forme de voies ferrées, de ports, de routes, diverses infrastructures, beaucoup de voies ferrées. Et je pense que les deux projets un peu emblématiques de ces nouvelles routes de la soie en Asie du Sud-Est, c'est la voie ferrée qui relie désormais Vientiane au Laos à Kunming, au sud de la Chine, et l'autre projet en Indonésie, qui relie Jakarta à Bandung. Et ces grandes infrastructures sont financées sous forme de prêts chinois ? Alors, ce projet Jakarta-Bandung est particulièrement intéressant parce que c'est un projet qui tenait à cœur au président indonésien de l'époque, Jokowi, qui avait mis vraiment l'accent pendant ses 2 mandats sur le développement des infrastructures qui étaient particulièrement déficientes en Indonésie. Et il avait mis en concurrence, en quelque sorte, le Japon et la Chine. Et les affaires étaient très bien engagées avec le Japon. Le contrat a été quasiment signé, et du jour au lendemain, sans avertir les Japonais, il a complètement changé de pied, Jokowi, et il a signé avec les Chinois. Et la raison pour laquelle il a signé avec les Chinois, c'est que les conditions auxquelles les Chinois intervenaient étaient beaucoup plus favorables. Il n'y avait pas de garantie d'État à apporter. En principe, le taux d'intérêt était moins important. Bon, au final, ça va se révéler être beaucoup plus coûteux pour l'Indonésie. Mais de prime abord, les conditions étaient plus favorables. Et donc, c'est les Chinois qui ont emporté la mise. Ce qui, évidemment, a fortement déplu au Japon, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, en général, ces infrastructures sont fournies par le biais de prêts. Et selon les pays, ça peut les mettre dans une posture plus ou moins délicate. Dans le cas du Laos, le Laos se retrouve avec une dette colossale, parce que le Laos est un petit pays, avec un PIB qui est assez faible, et les montants qui sont engagés pour le projet de voie ferrée étaient disproportionnés par rapport à la capacité financière du pays. Et donc le niveau d'endettement du Laos est absolument dramatique. Et il se retrouve complètement à la main des Chinois. Mais donc ça, c'est une des modalités essentielles de l'offensive de charme chinoise en Asie du Sud-Est. Et quand vous dites qu'ils sont à la main, on comprend bien que là, la carotte peut se transformer à un moment donné en bâton. Là, effectivement, la limite entre carotte et bâton est assez difficile à établir. Et bon, le Laos est vraiment un cas un petit peu exceptionnel. Vous avez d'autres pays qui ont été largement courtisés par la Chine, et ça a été le cas, par exemple, de la Birmanie, le Myanmar, avant le coup et avant la triste situation dans laquelle le Myanmar se trouve aujourd'hui. Et le Myanmar a su, lui, dire non à la Chine. Il y a un projet de grand barrage qui, par exemple, a été annulé,
qui a été simplement rejeté par le Myanmar parce qu'il estimait que les conditions auxquelles ce projet devait être réalisé étaient inacceptables. Ça a été la même chose pour la Malaisie. La Malaisie a rediscuté, renégocié les conditions d'un prêt octroyé par la Chine pour la construction d'une voie ferroviaire sur la côte est de la Malaisie. Et là, ça n'est pas à la portée de tous les pays de dire non. Il faut soit que le pays soit suffisamment riche, ce qui était le cas de la Malaisie, soit que le pays ait quelque chose à faire valoir auprès de la Chine, un positionnement stratégique, par exemple, et c'était le cas du Myanmar. Donc tous les pays ne sont pas en capacité de dire non à la Chine, et le Laos n'était certainement pas en capacité. Est-ce qu'il y a d'autres étapes de cette offensive de charme qu'il faut évoquer, ou est-ce qu'on passe tout de suite à la réponse américaine ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme autre facette de l'offensive de charme ? Je pense que vraiment, les routes de la soie, ça a été le grand moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quand même une réduction. C'est-à-dire que la Chine a essayé de réduire un peu la voilure parce que, malgré tout, ces grands projets n'ont pas toujours été des grandes réussites. Et donc là, on a un retour en arrière, mais on a en réalité une conversion du projet des routes de la soie sous une autre forme. Et donc aujourd'hui, les Chinois sont beaucoup plus actifs dans des infrastructures qui ne sont pas des infrastructures lourdes, mais qui sont plus dans des infrastructures soft, en opposition. Et elle est très présente, par exemple, dans le domaine numérique. Et là, c'est aussi un mode d'influence qui est important parce qu'une fois qu'on est embarqué dans le système numérique chinois, il est très difficile de revenir en arrière. Et donc, typiquement, Huawei, voilà, si vous êtes embarqué avec leur mécanisme, leur dispositif à eux, eh bien, leurs installations à eux, il n'est pas possible après d'intégrer un autre dispositif. Il y a eu cette offensive de charme chinoise qui s'est déployée sur le temps long. Il y avait une vraie stratégie. Comment les États-Unis ont-ils réagi avant l'arrivée au pouvoir de Trump et puis ensuite, qu'a changé l'arrivée au pouvoir de Donald Trump ? Alors, ce qui est très intéressant du point de vue des États-Unis, c'est qu'il y a eu, à mes yeux, un gros décalage ou un décalage non négligeable entre les déclarations, les intentions déclaratoires et la réalité sur le terrain. Tout le monde se souvient, je pense, qu'on a eu un changement de stratégie aux États-Unis avec le pivot vers l'Asie. Et ça, c'était l'époque Obama. On n'a pas parlé de ce pivot vers l'Asie. Et en réalité, ce pivot vers l'Asie ne s'est pas vraiment concrétisé de manière très très claire, si ce n'est dans le domaine de la défense. Et encore, là, les États-Unis n'étaient jamais partis de l'Asie, en réalité. Donc lorsqu'on parle du pivot, c'était peut-être un renforcement de la présence, un renforcement des activités en matière de sécurité, mais ce n'était pas vraiment quelque chose de très très nouveau. Ce qui est très intéressant, c'est que par contre, en dépit des déclarations autour du pivot vers l'Asie, on a eu une sorte de retrait américain sur le plan économique. Et on avait, et là pour le coup, la voie était libre pour la Chine. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu que la Chine était très présente économiquement en Asie du Sud-Est, alors que les États-Unis étaient nettement moins importants. Même si, il ne faut pas non plus exagérer les choses, il reste des investisseurs directs très importants dans la région. Mais commercialement, ils sont moins présents. Et du point de vue des pays d'Asie du Sud-Est, on a eu l'impression qu'il y avait un activisme nettement moins marqué de la part des États-Unis dans le domaine économique. Et or, ça, c'est quand même un peu ennuyeux parce que pour les États-Unis, parce que ce qui est très visible et ce qui est perçu comme étant très important, en général, ce sont les implications économiques. Donc là, on a eu un retrait et la Chine s'est engouffrée dans cet espace. Alors, on a eu le premier Trump, et là, avec ce premier Trump, il s'est retiré de certains projets qui touchaient un petit peu l'Asie, et en particulier le partenariat transpacifique, ce qu'on appelle en bon français le TPP si on veut. Là, Trump s'est retiré de ce partenariat-là, ce qui a marqué justement une sorte, enfin ce qui a été perçu en tout cas en Asie orientale de manière générale, comme un désintérêt vis-à-vis de la région. Donc ça venait accréditer l'impression qu'on pouvait déjà avoir sur la base de certains chiffres que les États-Unis étaient moins impliqués économiquement qu'avant dans la région. Alors il y a eu une tentative faite par Biden pour essayer de rattraper un peu tout ça. Et il a lancé un partenariat cadre sur l'Indo-Pacifique. Alors, c'était cadre économique pour l'Indo-Pacifique, IPEF dans l'acronyme anglais. Et ça a été lancé en 2023, si ma mémoire est bonne, ou 2022, je ne sais plus. Et
Bon, à mon avis, c'était important parce que ça marquait justement la volonté de la part des États-Unis de démontrer qu'ils étaient à nouveau intéressés économiquement dans cette région du monde. Ça a été bien accueilli par les pays de la région, et notamment par un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est, qui ont accepté volontiers ce projet, même si ils avaient de gros doutes, ou en tout cas de grosses interrogations sur la réalité qui se cachait derrière ce partenariat cadre. Ce partenariat cadre, c'était un partenariat un peu étrange, avec 4 volets, et les pays n'étaient pas obligés d'adhérer à tous les volets. Donc c'était vraiment à la carte. Et il ne s'agissait pas du tout d'un accord de libre-échange avec, en l'échange de certaines contraintes, certaines obligations, l'accès au marché américain. Derrière IPEF, il n'y avait pas d'accès au marché américain. Donc honnêtement, de la part d'une économie d'Asie du Sud-Est, on ne voyait pas tellement quel était l'intérêt. Mais ils ont quand même adhéré, ce qui peut être interprété à mes yeux comme vraiment une volonté et de voir les États-Unis se réengager économiquement en complément de la présence sécuritaire qui est toujours là. Bon, cet IPEF est toujours là. On ne sait pas ce que Trump va en faire. Il ne s'est pas encore prononcé. Je pense qu'il ne doit peut-être même pas savoir que ça existe. Lorsqu'il apprendra l'existence de cette affaire, peut-être l'exterminera-t-il exactement comme il avait exterminé le TPP à l'époque. Je ne sais pas. Mais parallèlement à ça, ce que l'on voit, c'est une offensive, par contre, très dure de Trump à l'égard des pays d'Asie du Sud-Est, qu'ils soient ses alliés ou pas, peu importe. Il applique des droits de douane absolument prohibitifs, quel que soit l'état de leurs relations, et même quel que soit l'état de la situation de la balance commerciale. En général, il sanctionne les pays qui ont des excédents commerciaux avec les États-Unis. Et là, en Asie du Sud-Est, que vous ayez un excédent ou un déficit, peu importe, on vous inflige des droits de douane et des droits de douane très élevés. Le pire, ça a été, si je ne me trompe pas, les droits de douane qui étaient imposés au Myanmar, qui est en guerre civile maintenant depuis 4 ans, qui est dans une situation absolument catastrophique, et les États-Unis imposaient des droits de douane qui montaient jusqu'à 36%, ce qui est complètement ahurissant. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont particulièrement offensifs à l'égard des pays d'Asie du Sud-Est, ce qui ne se justifie absolument pas, et ce qui les a incités évidemment à entrer en négociation avec Trump pour essayer de voir les droits de douane abaissés à des niveaux un peu plus acceptables. Alors comment l'ont-ils fait? Est-ce qu'ils ont fait bloc, en utilisant notamment l'ASEAN, ou est-ce qu'ils y sont allés de manière dispersée? Ils sont allés en ordre totalement dispersé. Le premier pays à avoir engagé des négociations avec les États-Unis, ça a été le Vietnam, qui était pas nécessairement le plus touché en termes de montant des droits de douane, enfin de niveau des droits de douane, mais qui était particulièrement touché parce qu'il fait toujours, ce Vietnam, le pont entre la Chine et les États-Unis. Oui, c'est la stratégie de dérisking, la fameuse. Non, pas vraiment. C'est plutôt une stratégie de contournement des sanctions de la part de la Chine. Donc, on s'implante au Vietnam et on va exporter vers les États-Unis à partir du Vietnam. Donc, on évite comme ça les sanctions qui sont imposées sur des exportations chinoises vers les États-Unis. Et lors du premier mandat Trump s'était quand même rendu compte de ça. Et il n'est quand même pas complètement stupide et il s'était bien rendu compte qu'il y avait un détournement des flux commerciaux de la Chine vers le Vietnam et ensuite vers les États-Unis. Et il avait dit... Je vais vraisemblablement sanctionner le Vietnam. Et puis, il ne l'avait pas fait pendant le premier mandat. Et là, pendant le deuxième mandat, il s'est bien rendu compte que les choses étaient toujours les mêmes, qu'il y avait énormément de flux qui passaient par le biais du Vietnam. Et donc là, il a sanctionné le Vietnam très fort. Donc le Vietnam, évidemment, a été très, très lourdement impacté et est allé faire la cour à Trump pour essayer d'obtenir des droits de douane, enfin un abaissement des droits de douane, ce qu'il a obtenu. Mais il y est allé tout seul. Et les autres pays, de la même manière, à titre individuel, sont allés discuter avec Trump pour obtenir un abaissement des droits de douane qui leur était infligé. Donc non, les pays n'ont absolument pas agi de conserve, absolument pas. Ils sont allés chacun de son côté pour essayer de négocier avec l'ami Trump. Il y a un autre article dans ce numéro de politique étrangère qui porte aussi sur l'Asie du Sud-Est et qui est signé Juliette Lush, qui a trait plus spécifiquement à la défense, où il y a aussi ce balancement, cette stratégie qualifiée parfois de hedging, il faudrait d'ailleurs expliquer le terme, dans cette région d'Asie du Sud-Est.
Et on voit là aussi qu'en réalité, l'ASEAN ne fait pas bloc. Il y a certains pays qui en réalité sont plus proches de la Chine, d'autres qui sont plus proches des États-Unis. Est-ce que vous pouvez aller dans cette direction, même si vous n'êtes pas l'autrice de l'article? Oui, je pense que ce qui est vrai dans le secteur de la sécurité, de la défense, ce qu'explique Juliette Leuch dans son article, est en partie vrai aussi dans le domaine économique. Donc tous les pays ne sont pas articulés ou liés aussi étroitement avec la Chine. Il y en a certains qui sont vraiment très, très étroitement liés à la Chine. Et bon, c'est le cas du Vietnam. Certains autres sont un peu plus autonomes. Et donc, du coup, ils n'ont pas tous non plus la même stratégie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, l'ASEAN ne parle pas d'une seule voix. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas non plus se faire d'illusions sur ce qu'est l'ASEAN. Là, on a un peu de mal, nous, en tant qu'Européens, à comprendre ce qu'est l'ASEAN. Et on croit que l'ASEAN, c'est un peu comme l'Union européenne. D'autant que l'ASEAN s'autoproclame centrale, la centralité de l'ASEAN. Oui, l'ASEAN parle toujours de sa centralité, mais surtout, ce qui crée encore plus la confusion, à mon avis, dans nos esprits européens, c'est que l'ASEAN utilise la même terminologie que l'Union européenne. Donc l'ASEAN, par exemple, prétend avoir mis en place, il y a maintenant plus de 10 ans, une communauté économique de l'ASEAN. Donc nous, quand on entend communauté économique, on pense grand marché, on pense marché intégré, on pense vraiment une communauté économique comme la nôtre. Or, la réalité est totalement différente. Il y a eu des progrès faits dans la direction d'un grand marché, mais enfin, il y a encore énormément de barrières non tarifaires aux échanges, et le marché est loin d'être intégré. Donc, ça n'est pas du tout un marché uniforme. Donc ça, l'utilisation de cette terminologie prête aussi complètement à confusion, alors que l'ASEAN, ça n'est pas une union douanière, l'ASEAN, ça n'est qu'une zone de libre-échange. Donc il n'y a pas une politique commerciale uniforme de la part de ce bloc. Chaque pays a sa propre politique commerciale. Singapour, par exemple, a des droits de douane à 0. Bon, ça n'est absolument pas le cas en Indonésie, en Malaisie ou que sais-je. Donc là, on a quand même de bonnes raisons pour voir des comportements individuels différents au sein de l'ASEAN. Ça n'est pas le même bloc, ça n'est pas la même nature d'association que l'Union européenne. Pour terminer cet épisode, parlons un peu de diversification, parce que c'est assez peu surprenant. Face à cette montée des tensions sino-américaines, les États d'Asie du Sud-Est cherchent à diversifier leurs partenariats. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette diversification et notamment du rôle de l'Europe dans cette diversification ? Oui, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec le multi-alignement. Effectivement, pris dans cette rivalité sino-américaine, une des solutions pour l'ASEAN, c'est d'aller voir ailleurs, d'essayer d'atténuer les effets négatifs de cette rivalité en nouant des partenariats avec d'autres pays. Et c'est fait effectivement de manière très très active. Et là, c'est fait à la fois par l'ASEAN en tant que bloc, pour le coup, et par certains pays à titre individuel. Donc l'ASEAN, par exemple, a conclu un accord de libre-échange avec le Conseil de coopération du Golfe, il n'y a pas longtemps. Ça, c'est une marque de cette diversification. Et par parenthèse, ça fait quand même déjà assez longtemps que l'ASEAN regarde vers le Golfe. C'est pas du tout une stratégie toute récente, mais là, ça s'est concrétisé avec cet accord. Il y a aussi la concrétisation de certains accords de libre-échange avec l'Union européenne. Il y en a déjà qui existaient de la part de Singapour, le Vietnam, je crois que c'est tout. Vient d'être signé celui avec l'Indonésie, donc Indonésie, Union européenne, et il y en a d'autres qui sont encore en négociation, Thaïlande et Malaisie, et l'Union européenne. Donc l'Union européenne, elle est vue comme un partenaire potentiellement important et intéressant. Et si vous vous calez sur le sondage qui est fait chaque année par l'Institut d'études d'Asie du Sud-Est à Singapour, l'ISEAS, ils font une grande enquête pour savoir quels sont comment la région, comment les pays de l'ASEAN perçoivent différents partenaires. Et généralement, l'Union européenne est assez bien classée comme partenaire fiable. Alors, ça n'est pas un acteur très important économiquement, c'est dommage, c'est en tout cas comme ça qu'il est perçu, mais il est perçu comme étant fiable. Donc je pense que l'Union européenne a une carte à jouer, et d'autant plus dans ces nouvelles circonstances où l'ASEAN est très ouvert à multiplier ses partenariats.
Donc après, si on regarde de manière individuelle ce que font certains pays de l'ASEAN, le plus actif en termes de diversification, c'est Singapour. Et là, Singapour est engagé dans une foultitude d'accords, comme le nouveau partenariat transpacifique, qui a changé de nom depuis le départ de Trump. Singapour est impliqué là-dedans, mais aussi la Malaisie et le Vietnam. On a un nouveau dispositif qui vient d'être mis en place, qui s'appelle le FITP, Future of Investment and Trade Partnership. Et là, Singapour est également impliqué là-dedans. Donc, on a une volonté d'aller voir un peu partout. Et puis, on a aussi, ça j'allais l'oublier, ça aurait été une catastrophe, on a un autre partenariat qui est à l'échelle de l'ensemble de la région d'Asie orientale, et c'est le grand partenariat économique régional. Le RCEP. RCEP, et qu'en général on appelle par son acronyme anglais RCEP. Et là, dans ce RCEP, alors ce qui est très intéressant dans ce RCEP, c'est qu'en fait c'est une initiative de l'ASEAN. Plus précisément une initiative indonésienne. On dit en général que c'est une initiative chinoise, c'est faux. C'est une initiative indonésienne et qui a été présentée comme émanant de l'ASEAN. Et l'idée était, pour justement accréditer la centralité de l'ASEAN, de reprendre les différents accords de libre-échange qu'avait passé l'ASEAN avec 5 partenaires dans la région, à savoir la Chine, le Japon, la Corée, l'Inde et le bloc Australie-Nouvelle-Zélande. Et il s'agissait de fusionner ces 5 accords de libre-échange pour faire une vaste zone de libre-échange. Alors évidemment, c'était un peu plus facile à dire qu'à faire. Ça a été compliqué, étant donné qu'il n'y avait pas d'accord de libre-échange entre les différents partenaires. Il n'y avait pas d'accord de libre-échange entre la Chine et le Japon, entre le Japon et la Corée. Donc il a fallu batailler quand même assez ferme. Ça a été compliqué. L'Inde s'est retirée du dispositif à la dernière minute. Mais aujourd'hui, ce RCEP, il existe bel et bien. Et c'est un moyen, là aussi, pour les pays de l'ASEAN, de resserrer des liens avec d'autres partenaires. Certes, il y a la Chine, mais il y a le Japon, il y a la Corée, il y a Australie, Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est un partenariat qui, finalement, fonctionne bien, contrairement à ce qu'on pensait. On pense que c'était un peu une blague, cette histoire, et que ce n'était pas très sérieux. En fait, il est en place depuis maintenant 3 ans, un peu plus même. Et il fonctionne tellement bien qu'il vient de se doter, tout récemment, d'un secrétariat qui marque que, d'abord, ça marche bien et qu'il y a une vraie volonté d'institutionnaliser, au-delà de simplement la signature de ce partenariat, institutionnaliser par le biais de ce secrétariat qui sera chargé de la mise en œuvre, enfin du respect de la mise en œuvre, de la surveillance de la mise en œuvre de l'accord. Donc là aussi, c'est une autre manière de s'organiser, mais au niveau subrégional, en quelque sorte. Et c'est une autre manifestation de la diversification recherchée par les pays d'Asie du Sud-Est. Si on veut aller plus loin dans la diversification, un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est sont également désormais associés au groupe des BRICS. Et on a l'Indonésie qui est un membre à part entière depuis le 6 janvier 2025. Et on a Malaisie, Thaïlande et Vietnam qui sont, eux, pays partenaires depuis le début de l'année 2025. Donc là, c'est une volonté, là aussi, de jouer dans un autre groupe. Et c'est, là encore, une manifestation de cette volonté de diversification de la part des pays de l'ASEAN. Françoise Nicolas, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire l'article intitulé « L'Asie du Sud-Est entre Chine et États-Unis, la stratégie du non-choix », qui est paru dans le numéro d'hiver de la revue Politique étrangère, coécrit par Françoise Nicolas et Sophie Boisseau du Rocher. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.